Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. La région Bourgogne-Franche-Comté est une région très dynamique économiquement puisqu'elle est la première région de France en part d'emploi industriel avec environ 23% des emplois. La deuxième région en termes de valeur ajoutée agricole et qu'elle génère le second excédent commercial français. Il faut dire qu'elle dispose d'une économie très diversifiée avec des fleurons industriels comme l'usine Stellantis de Sochaux, première usine automobile de France, ou les vins de Bourgogne qui, tant l'un que l'autre, se vendent dans le monde entier. Une région où il fait bon vivre et c'est rare en France, où l'immobilier est encore abordable. On va en parler ce soir avec nos invités. Jean-Claude Lagrange, président de l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et conseiller régional. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous aurons Nicolas Sauret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi en région Bourgogne-Franche-Comté. Avec nous, Xavier Colson, directeur de Genhi, entreprise notamment dans l'hydrogène, qui est en train de s'installer en Bourgogne-Franche-Comté alors que son territoire historique est le sud de l'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. On conclura l'émission avec, il faut bien en Bourgogne-Franche-Comté quand même, avec Thibaut Hubert, président des Vignerons de Bourgogne, qui a beaucoup de choses à nous raconter sur ces excellents breuvages, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, ça c'est pour l'ARCOM. Et comme tous les mardis, Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Bonsoir. Bonsoir Philippe. On va commencer avec vous, Jean-Claude Lagrange. La région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'elle est avant tout agricole ou industrielle ? Je dirais les deux, mon général, puisque vous l'avez dit. Déjà donné un bon grade, c'est mieux que mon capitaine, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je pense qu'on peut aussi se permettre quelques écarts de langage, parce qu'effectivement, vous l'avez bien décrit au départ, c'est d'abord une région industrielle, et on vante ses mérites, puisque effectivement, en termes d'emploi, en termes d'implantation industrielle dans l'ensemble de la région, on a effectivement des fleurons industriels qui sont effectivement importants pour l'économie locale, mais également pour l'économie française. On en reparlera sûrement, mais c'est effectivement une région agricole, ce qui fait aussi son charme et son art de vivre, puisque je pense que le président des vins de Bourgogne pourrait en parler mieux que moi, en parlera mieux que moi, mais nous avons aussi tout le secteur agroalimentaire avec notamment un pôle de compétitivité reconnu dans le monde entier qui s'appelle Vitagora. Donc voilà, en fait c'est une petite France à elle toute seule, la Bourgogne-Franche-Comté, on peut se dire ça. Nicolas Leroy. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on était au Salon Global Industrie la semaine dernière. Il y a une semaine, pile poil, oui. Et alors, on a beaucoup parlé de réindustrialisation, d'emploi dans les régions, puisque chez Sud Radio, on fait souvent la promotion des régions. Avec Philippe, qui est un des meilleurs représentants d'ailleurs, on fait la promotion de l'emploi dans les territoires, parce qu'il n'y a pas que Paris, Lyon, Marseille. Et donc, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de voir une région très dynamique. Alors, on a parlé de réindustrialisation. On a des invités sur le plateau qui vont nous parler d'investissement industriel dans cette région. Et puis, on voit aussi la diversité des emplois qu'on peut trouver dans les régions, puisque tous les secteurs que tu as évoqués sont aujourd'hui en plein pas boom, mais on peut le dire, que ce soit le vin, ça marche très bien au niveau mondial, et puis toutes les industries dont on va parler aujourd'hui. Donc je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'entendre nos invités pour bien palper un peu ce qu'on évoquait lors des précédentes émissions, ce dynamisme en région. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'entendre tout le monde aujourd'hui. Jean-Claude Lagrange. Oui. Oui, c'est ce dynamisme notamment industriel. Question, est-ce que l'emploi industriel régional, c'est 23% de l'emploi hors intérim, contre 15,8% en France fin 2022. Plus d'un salarié sur 5 travaille dans l'industrie. Est-ce que la région s'est moins désindustrialisée que les autres régions, ou continue-t-elle à créer des emplois dans l'industrie, ce qui serait pas tout à fait la même chose? Alors c'était une question intéressante, parce qu'en fait, cette région, elle a des bassins industriels historiques. On peut parler du Nord-Franche-Comté, vous avez parlé de Stellantis, ce qui était Peugeot, General Electric, tout ce qui concerne le nucléaire aussi sur le bassin du Creusot, Montceau-les-Mines, et on retrouve l'ensemble des filières qui sont les fers de lance de l'industrie française et qui ont connu des hauts et des bas, puisqu'on sait aussi que la modernisation a fait que l'industrie a évolué, s'est améliorée, mais aussi a pu perdre des emplois. Et dans les périodes difficiles de crise, ce sont souvent ces régions qui ont gardé des socles qui leur permettent de rebondir, mais qui en même temps ont pu souffrir de cette désindustrialisation qui a été décidée il y a quelques années. Mais en ayant gardé l'ADN, ce territoire peut rebondir aujourd'hui. Et je pense que
on peut témoigner avec Nicolas Sauret des bons résultats aujourd'hui dans l'ensemble des filières, et pas simplement ceux qui sont assez historiques. On parle de l'automobile, on parle du ferroviaire, mais on a aussi le luxe, on a aussi l'aéronautique, on a la santé aujourd'hui. Oui. C'est une région qui a vraiment beaucoup de filières d'excellence. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des industries est un plus pour l'emploi et pour le développement d'emploi? Parce qu'on sait qu'il y a eu certaines périodes où ça a plutôt été préjudiciable pour les régions très industrielles. Nicolas Sauret, qui vient de nous rejoindre et qui est, je le rappelle, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. Bonjour. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un atout aujourd'hui d'avoir une forte proportion aujourd'hui d'industrie dans une région comme la vôtre? Alors oui, c'est un atout, parce que il faut jamais oublier qu'un emploi industriel, c'est 5 emplois induits sur le territoire. Donc il y a un effet démultiplicateur quand vous créez un emploi industriel qui est beaucoup plus important que si vous créez un emploi de service ou un emploi dans l'économie de proximité. Donc c'est à la fois l'histoire, c'est ce que Jean-Claude Lagrange a rappelé, nous avons une vieille histoire industrielle dans notre région, mais c'est par ailleurs notre avenir, parce que c'est comme ça qu'on relocalise des emplois, des revenus sur notre territoire. Xavier Colson, directeur général de GenE, entreprise de l'hydrogène, est avec nous. Vous étiez qu'est-ce qui vous a incité à implanter GenE en Bourgogne-Franche-Comté plutôt qu'ailleurs? Vous qui étiez de la région parisienne, en fait, du sud de la région parisienne. Oui, c'est exact. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier la région pour nous avoir aidés et pour nous avoir accompagnés dans notre démarche de localisation au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a 3 raisons qui nous ont fait venir du côté d'Alain Joie. Depuis, la décision a été prise depuis grosso modo 1 an et demi, 2 ans. C'est pour 3 raisons. Déjà, comme je l'ai dit, c'est le soutien, l'assistance des pouvoirs politiques, administratifs, industriels du coin. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a un magnifique écosystème d'hydrogène dans la région, avec un certain nombre d'universités réputées pour avoir des compétences et des connaissances en termes d'hydrogène. Et puis troisième raison, c'est qu'il y a un fonds qui s'appelle le fonds Mogis et qui nous aide à nous implanter dans cette région. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes implantés en Bourgogne-Franche-Comté. Et on va continuer de parler de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté dans quelques instants avec Jean-Claude Lagrange, Nicolas Sauret et Xavier Colson. On reste sur Sud Radio, une petite pause et on se retrouve vraiment, mais dans quelques toutes petites minutes. Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on parle d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Lagrange, président de l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et conseiller régional. Nicolas Sauret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire, de l'emploi, à la même région. Xavier Colson, directeur général de GenE, entreprise d'hydrogène, qui est en train de construire une usine dans le pays de Montbéliard, donc évidemment Bourgogne-Franche-Comté. Et comme tous les mardis soirs, Nicolas Leroy, directeur du regroupement du groupe Fiducial et président du cabinet FICOBA, est en notre compagnie. Bon, on continue avec vous. On continue. Alors, donc aujourd'hui, un interlocuteur qui nous parle de l'installation de son usine. Moi, j'avais une question par rapport à vous. C'est ce que vous avez hésité entre d'autres régions? Vous avez dit pourquoi la Franche-Comté? Est-ce que ces 3 éléments étaient décisifs, mais est-ce que vous avez hésité à un moment aujourd'hui? Oui, on a hésité avec notamment la région PACA, qui nous proposait des solutions, mais du point de vue foncier, c'était très compliqué. Voilà. Donc, tu as annoncé que l'immobilier était encore abordable. Voilà, c'est quand même quelque chose de notable aujourd'hui, notamment pour l'emploi et pour venir s'installer dans la région. Et puis, ce qui est intéressant aussi, pour continuer là-dessus, c'est que nous, on s'installe à côté d'autres industriels. Oui. Voilà, et qui sont des industriels de l'hydrogène et qui ont construit leur usine à cet endroit-là. D'accord. Alors, Jean-Claude Lagrange, ça c'est important, le prix du foncier, notamment pour les installations d'entreprises. Alors c'est vrai que si on essaie de s'installer à Mougins, c'est quand même très cher, mais là chez vous, en région PACA, enfin Sud maintenant, ça a changé de nom. Est-ce que ça c'est un des gros atouts pour attirer les entreprises? Sans doute que le prix du foncier est déterminant, mais moi, je tiens à remercier Monsieur Colson parce qu'il a démontré la force de frappe de cette région qui regroupe à la fois, bien entendu, l'agence économique, les services de la région, les élus, ceux du territoire et tout un écosystème qui se met très vite en marche pour accompagner le porteur de projet. Alors, c'est vrai que nous sommes souvent en rivalité avec d'autres régions, mais Monsieur
Colson peut en témoigner, la filière hydrogène, depuis quelques années, est devenue incontournable dans notre région parce que l'écosystème est créé pour ça. Il y a quelques mois, c'est McPhy qui s'est implanté, une gigafactory en Nord-Franche-Comté. C'était aussi un élément déclencheur, mais pas seulement. C'est vraiment cette force de frappe. On le dit souvent, hein, chassons en meute. Et bien en fait, c'est ce qui se passe. On accompagne le porteur de projet avec le territoire, avec les financeurs. Et je pense que c'est une des raison de nos succès, surtout dans l'hydrogène. Nicolas Sauret, 30% des cadres en région Bourgogne-Franche-Comté travaillent dans le secteur industriel. Est-ce que l'industrie chez vous, ça emploie plutôt des cols bleus, des cols blancs ou les deux, mon général, comme l'a dit Jean-Claude Lagrange? Eh ben, pour paraphraser Jean-Claude Lagrange, les deux, mon général. Merci. Pour faire tourner, je me coule les étoiles. Hein. Pour faire tourner nos usines, nous avons besoin de toutes les compétences et de toutes les qualifications. Et dans l'écosystème qu'évoquait Jean-Claude Lagrange et qu'a salué le directeur de Génie, et je l'en remercie, il y a notamment nos formations. Et ça, c'est dans l'écosystème extrêmement important. Nous avons gardé, maintenu en région Bourgogne-Franche-Comté des formations industrielles qui permettent précisément d'avoir une arme supplémentaire quand on va chercher des industriels pour venir s'implanter. Vous savez, en un mot, la Bourgogne-Franche-Comté, en termes de population, c'est une petite région. Hein. Nous sommes juste devant la Corse, c'est la plus petite région métropolitaine. Et pour autant, nous nous sommes hissés au 5e rang des régions françaises qui accueillent les investissements directs de l'étranger, au 5e rang. Et ce, pour la 3e année consécutive. Et ça, c'est lié aux écosystèmes qui viennent d'être décrits. Alors, c'est lié, bien sûr, au patrimoine de notre région, à ses paysages, à sa gastronomie. On en reparlera certainement, à son bon vin. Ah, surtout dans le pays de Montbéliard, il y a d'excellentes saucisses. On en parlait hors antenne. Aucun doute du très bon fromage. Voilà, et c'est lié à tout ça, mais aussi à nos écosystèmes de recherche et de formation qui demeurent importants pour nos entrepreneurs pour qu'ils puissent trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Nicolas. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à des potentiels candidats? Alors on va parler des cadres, parce que c'est surtout eux qui sont mobiles au niveau de la France. Qu'est-ce que vous diriez à des ingénieurs, à des cadres, pour qu'ils viennent s'installer justement en Franche-Comté? Parce qu'on a beaucoup parlé des industriels, mais qu'est-ce qu'il en est des candidats aujourd'hui? Si on pense souvent aux candidats de région parisienne qui veulent aller en région, moi j'en rencontre beaucoup. Qu'est-ce que vous leur diriez? On leur dit, il y a 100 000 emplois en 2024 qui seront à prendre en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a des besoins. Nous sommes positionnés sur des filières d'avenir. L'hydrogène a été évoqué. On pourrait aussi évoquer la santé, les biothérapies, tout ce qui relève des thérapies innovantes, où la Bourgogne-Franche-Comté a une longueur d'avance à l'échelle nationale, européenne aussi, grâce à nos systèmes de recherche, à nos CHU. Ce sont des domaines d'avenir. Et au-delà de ça, nous avons une qualité de vie. Une qualité de vie en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appuie notamment sur le fait que on a du foncier, de l'immobilier qui est tout à fait accessible. Et pour des cadres parisiens, je leur dis, plutôt que d'acheter un 40 mètres carrés à Bastille, venez donc acheter un hôtel particulier en Bourgogne, dans l'Yonne, en Haute-Saône, en Saône-et-Loire, dans un de 8 départements. Vous y serez bien mieux au vert avec la forêt, la vigne et tous nos canaux. C'est vrai qu'entre un hôtel particulier et 40 mètres carrés, le choix est vite fait. Alors, vous n'avez pas parlé de la météo, par contre. Ah bah oui, en ce moment, surtout. Pour faire du vin, il faut quand même du soleil. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Jean-Claude Lagrange, on le disait il y a quelques instants, vous êtes la première région d'investissement privé en recherche et développement, la 5e région française en matière d'investissement direct. C'est Nicolas Sauret qui le disait. C'est plutôt dans quel secteur d'activité ces investissements directs étrangers et cette recherche et développement? C'est assez diffus et surtout les pays qui nous rejoignent, disons les investisseurs qui nous rejoignent, sont souvent hors Europe pour 24%, mais souvent viennent d'Europe. Évidemment, les Allemands, les Suisses, les Pays-Bas, ce sont à la fois des nouvelles implantations. Alors il y en a dans tous les domaines, y compris peut-être dans la logistique, mais on a aussi du développement à partir d'entreprises qui ont déjà des capitaux dans des entreprises locales. Donc c'est une des raisons qui nous place aujourd'hui finalement en période de Jeux Olympiques sur un podium, parce que être une des plus petites régions et être en 5e position derrière les grandes régions, ça prouve que voilà, comme le disait Nicolas Sauret, comme le disait Monsieur Colson, il y a vraiment un savoir-faire et des atouts pour cette région. Nicolas, d'infrastructures aussi, puisqu'on peut parler de ça, des TGV, on peut parler... Vous êtes traversé par le TGV, la ligne du TGV Méditerranée qui fait Paris, Lyon, Marseille,
Notamment. Et après, qui va sur Mulhouse aussi. Mulhouse. Et est-ce que vous avez justement des gens, alors Dijon, en termes d'accessibilité, est-ce que vous avez des gens qui travaillent justement sur Paris et qui choisissent d'habiter dans vos régions et qui commutent, on va dire, lors de la semaine? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Évidemment. Alors, vous vous appelez Sud Radio. Moi, je suis au sud de Paris. Je suis maire d'une petite ville au nord de Lyon. On est à 1h10 de Paris, toutes les heures, avec un train cadencé. C'est-à-dire que c'est en fait un RER. À l'exception près que vous êtes constamment assis dans le mien et vous ne voyagez pas debout. On a évidemment et qu'il est beaucoup moins en retard que le RER, mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus, les Franciliens confirmeront. Donc finalement, on peut venir s'installer en Franche-Comté, même en restant en travaillant à Paris. En Bourgogne, en Franche-Comté, bien sûr. Et nous avons énormément de... L'avènement du télétravail nous a permis d'attirer une population nouvelle qui peut aujourd'hui se contenter d'être 2 jours à Paris quand il fallait l'être 5 jours par semaine auparavant. Et cela a permis à nombre, notamment de cadres, mais pas seulement, de changer complètement de vie et de changer de lieu de vie. Et donc, nous avons des bassins de population en Bourgogne-Franche-Comté qui attirent, bien sûr, les Parisiens. Dijon aussi, grâce au TGV, est en hyper proximité de Paris, finalement. Vous avez 10 territoires d'industrie dans la région, Jean-Claude Lagrange. Comment sont-ils répartis ? En fait, ils se répartissent à partir des bassins industriels, mais surtout à partir de ce qui a été évoqué, le pourcentage des emplois. C'est pour ça qu'on les retrouve, y compris, et c'est peut-être la force de cette région, si nous avons 10 territoires d'industrie, c'est qu'il y a aussi des villes moyennes qui drainent des bassins d'emploi importants sur l'ensemble des 2 régions. Alors, on parle bien sûr des gros bassins du Nord-Franche-Comté, Belfort, Montbéliard, le Creusot, Châlons, mais on a aussi toute Lyon industrielle qui d'Auxerre jusqu'à Sens regroupe tout un chapelet de villes qui ont plusieurs implantations importantes. On a également la zone de Nevers, ce qui fait qu'on a une vraie diversité de types de bassins, de types d'industries et de qualité de vie, comme on l'évoquait, qui peuvent être très différentes. Avec des grands groupes, on a parlé, Nicolas Soret a parlé d'hydrogène, a parlé des biothérapies, de la santé. On va pas le cacher, nous avons des grosses entreprises de métallurgie mécanique qui travaillent dans des filières de l'énergie. On parle de General Electric, on parle de Framatome, on parle d'Alstom. Donc ces fleurons d'industrie française sont aussi des éléments pour attirer des cadres. On le voit aujourd'hui. Ces grands groupes qui innovent beaucoup, qui attirent aussi des nouveaux habitants. Restez avec nous, Jean-Claude Lagrange et Nicolas Soret. Dans quelques instants, on va se concentrer sur GenE, parce que l'hydrogène, c'est un des carburants de l'avenir, on peut le dire. Il y aura des avions à hydrogène d'ici peu de temps. Les voitures à hydrogène, ça existe déjà. Les trains à hydrogène aussi. On reste sur Sud Radio, dans les vraies voies de l'emploi, avec Nicolas Leroy. Et on se retrouve tout de suite, allons-y. Et on parle de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté avec Nicolas Leroy, comme tous les mardis, et Jean-Claude Lagrange, président de l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et conseiller régional. Nicolas Soret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. Xavier Colson, directeur général de GenE. Et maintenant, on va mettre le focus, on va dire ça comme ça, mais c'est pas très français, sur GenE. Xavier Colson, présentez-nous GenE, votre entreprise. Alors rapidement, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans par Sébastien Le Pollès. Sébastien Le Pollès qui était aussi créateur d'une entreprise qui s'appelle FlexFuel. Et en fait, il a, avec quelqu'un qui est aujourd'hui le directeur scientifique, a regroupé 2 technologies pour créer la technologie AEM. La technologie qui consiste à construire des électrolyseurs sur la base d'une technologie, qui s'appelle l'AEM, Anion Exchange Membrane. Membrane d'échange d'anions. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a de mémoire en physique, il y a les anions et les cations, mais là, sauf si Nicolas est bien meilleur que moi en physique, ou vous, j'ai un peu oublié depuis plus de 40 ans. Non, rassurez-vous. C'était bien ça, les anions et les cations. Exactement. Ouh, ça nous rajeunit pas. Oui, c'est ça. Donc, Nicolas, alors, oui. Et donc, alors, c'est pour quel type d'application aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, donc ça va, j'imagine, à l'automobile, mais... Alors, c'est dans l'automobile, donc la partie fabrication d'hydrogène pour l'alimentation par des stations de distribution de véhicules, des poids lourds ou des véhicules à l'heure actuelle type léger qui existent en France, notamment sous la forme de flottes
taxi à Paris, hein, que vous avez vu. Avec notamment une marque japonaise, un Toyota Mirai, qu'on connaît. C'est pour ça que Ensuite, il y a l'industrie, parce que il y a des besoins de substitution. D'hydrogène gris par de l'hydrogène vert. Hein. Alors vous faites de l'hydrogène vert. Nous proposons à nos clients des électrolyseurs qui vont fabriquer de l'hydrogène vert. Voilà, des hydrogènes à partir d'électricité verte. D'accord. Voilà. Alors, une question, quand vous avez une entreprise comme GenE qui vient s'implanter du côté de Montbéliard, Nicolas Sauret, où il y a déjà une très grosse usine automobile, la plus grosse de France, Stellantis Sochaux. Il y a également des trains qui sont fabriqués pas très très loin à Belfort, une partie des TGV est faite là-bas. Il y a des pays où il y a des trains à hydrogène. Vous, la région, vous jouez un rôle pour faire des synergies entre toutes ces entreprises, organiser les élégances entre les patrons de ces entreprises. Comment ça fonctionne ? C'est une grosse partie de notre métier à la région, c'est précisément d'organiser ces écosystèmes. Donc on organise des clusters, c'est pas très français non plus, mais c'est comme ça qu'on les appelle, ou des pôles de compétitivité. L'enjeu, c'est de réunir toutes les entreprises qui participent à la même filière, selon toute la chaîne de sous-traitance, persuadés que notamment en termes d'innovation, c'est parce que ces industriels se rencontreront, se parleront et qu'on leur donnera des moyens d'animer leur filière, pourra en sortir de belles innovations d'avenir. C'est toute une partie de notre métier que d'organiser ces filières. C'est le cas de l'hydrogène. L'hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un pari qui a plus de 20 ans. Quand l'actuelle présidente de la région, Marie-Lise Dufay, décide de miser, donc de donner des moyens de recherche à la pile à combustible. Donc c'est quelque chose qui vient de loin en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un pari de long terme qu'on est en train de réussir grâce à l'implantation de GenE et d'autres entreprises qui viennent renforcer cette filière. Xavier Colson veut réagir. Oui. En fait, vous êtes, et c'est ça qui est très intéressant, facilitateur. Moi, c'est comme ça que je vous décris. Vous êtes facilitateur, vous mettez en rapport un certain nombre d'entreprises qui ont un vaste spectre de compétences pour trouver des solutions à des besoins, et notamment des besoins dans l'industrie, dans la mobilité, dans l'énergie, et ça c'est très très important de votre part. C'est une fonction importante. Coupler énergie et hydrogène, c'est bien l'hydrogène. Et justement, est-ce qu'il y a des synergies directes entre les usines pour limiter, je sais pas, pour l'écologie par exemple, le transport? Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez travailler, est-ce qu'il y a être équipementier direct de Stellantis à Sochaux, Alstom ou pas? Ça peut le faire en termes. Alors, si on rentre dans les détails, non, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que vous prenez Sochaux, l'usine de Sochaux. Sa consommation la plus importante, c'est l'usine de peinture. L'usine de peinture, elle a besoin, elle consomme énormément, donc c'est bien là que on peut chercher des solutions couplées entre la captation de CO2 et la fabrication d'hydrogène avec de l'électricité verte. Voilà, donc il y a très certainement des synergies à trouver entre les différentes entreprises comme la nôtre, comme celle aussi qui fait le fuel cell et qui s'est installé, donc Innocell, qui s'est installé dans le coin, et pour apporter des solutions véritablement renouvelables à une usine comme celle de Sochaux de Stellantis. Mais vous êtes rapproché. Et l'enjeu de ces synergies, c'est l'enjeu des pôles de compétitivité. Voilà. Et le pôle de compétitivité qui s'occupe de l'hydrogène dans notre région, il s'appelle le PVF, le pôle véhicule du futur. Voilà. Qui existe depuis de très nombreuses années, qui a été relabellisé par l'État et par la région, et qui précisément aide à mettre en place ces synergies. Et au passage, puisque vous n'avez pas cité le terme, mais c'est l'idée, on accompagne beaucoup la décarbonation de notre industrie. On allait en parler. C'est d'un très gros enjeu pour nous en région que de décarboner notre industrie. Jean-Claude Lagrange, vous êtes une des principales régions industrielles de France en termes de PIB. La décarbonation, c'est un des gros enjeux, notamment avec GenE pour vous? C'est un gros enjeu, et pour terminer sur l'hydrogène, puisque vous avez vraiment bien parlé de notre région, vous êtes invité les 25 au 27 juin aux Journées France Hydrogène dans la métropole de Dijon, organisées avec la région. C'est une des manifestations qui complète ce qu'on organisons déjà, c'est-à-dire un salon dans le Nord-Franche-Comté. On veut vraiment que cette région soit pilote sur ce secteur-là. Pour ce qui est
de votre question, j'ai déjà oublié mon commandant, donc il faut... vous m'avez dégradé, je suis passé de général à commandant, c'est une volonté... C'est parce que je n'ai pas fait l'armée, c'est pour ça. C'est pour ça. La décarbonation, c'est une des priorités pour la région notamment et pour l'agence économique régionale. Vous voyez que je retiens mes questions. Ça fait partie des missions. Pardon, on parle de voix. Oui, à vous, très bien. À vous, Jean-Claude Lagrange. C'est une des missions, parce qu'on a vu, bien entendu, que l'évolution en matière environnementale, en matière d'énergie, poussait à la fois les industriels pour des raisons de sensibilité par rapport à l'écologie, mais pas seulement, par rapport à ce qui est également la production de l'énergie, à travailler ces questions de décarbonation, parce que les grands groupes que je citais sont encore des groupes comme la sidérurgie, les aciéries, ont besoin de travailler ces questions. Et l'apport de Jenny et d'autres entreprises, bien entendu, tout ce qui se fait en développement des énergies renouvelables, à côté du nucléaire, est un des éléments qui va permettre de passer ce cap en matière de décarbonation. Et je pourrais même parler d'une implantation récente que vous connaissez déjà, peut-être, qui est une start-up qui va s'implanter en Bourgogne, qui va traiter cette question avec ce qu'on appelle un micro-réacteur, mais je voudrais pas qu'on fasse trop de polémiques sur ce sujet, puisque c'est un micro-réacteur nucléaire qui va permettre de produire de la vapeur. Voilà. Donc, on pourrait permettre ensuite aux grosses entreprises d'utiliser cette vapeur à la place de l'énergie classique. Sud Radio, les vraies voix de l'emploi, 19h39. On continue avec nos invités, Jean-Claude Lagrange, Nicolas Sauret, Xavier Colson. Dans quelques instants, on va faire frétiller les papilles, un peu avant 20h, c'est parfait, puisqu'on on sera en compagnie de Thiébaut Huibert, président des vignerons de Bourgogne, et Dieu sait s'il y a des noms prestigieux dans le vignoble bourguignon. On se retrouve dans quelques instants. Des noms qui font rêver en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les noms des vins comme Clos Vougeot, Alox Corton, Romanée-Conti ou encore Gevrey-Chambertin ou Chablis. Un secteur qui exporte dans le monde entier, qui compte des milliers d'emplois. Et Thiébaut Huibert, président des vignerons de Bourgogne, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et vous êtes en compagnie de Jean-Claude Lagrange, président de l'agence économique régionale et conseiller régional, Nicolas Sauret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi dans la région, et Xavier Colson, grand amateur de vin, directeur général de Gen I. Alors, on va commencer avec... Et puis évidemment, Nicolas Leroy, qui est avec nous, responsable du recrutement de Fiducial et président du cabinet Ficoba. Alors, une question, le vin de Bourgogne, ça représente quoi en termes économiques et d'emploi dans la région, Thiébaut Huibert? Eh bien, écoutez, le vin en Bourgogne, c'est 32 000 hectares, c'est 220 millions de bouteilles, et dont 55% partent dans le monde entier, comme vous l'avez dit. Et en termes d'emploi, c'est 4500 exploitations, caves coopératives ou maisons de négoce qui emploient 45 200 personnes sur le territoire bourguignon. 45 000 personnes. Ah oui, c'est énorme, 45 000 personnes. C'est un métier en tension. Puisqu'on a de plus en plus de mal à recruter et à rendre nos métiers attractifs. Donc voilà, on s'est pas mal pris en main depuis 3 ans avec un projet qu'on a mené avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Vita Bourgogne, qui est en fait un peu le pôle emploi de la viticulture. Nicolas Leroy. Alors justement sur les métiers sur les vignobles, est-ce que vous avez beaucoup on va dire d'emplois directs permanents, ou est-ce qu'on est vraiment sur sur le saisonnier, parce que c'est surtout l'image qu'on a. Qu'est-ce que au quotidien, qu'est-ce qu'il y a comme métier permanent, et quels sont ces emplois justement qui sont permanents dans les vignobles? C'est à peu près la moitié. Donc sur les 45 000, il y a 20 000 emplois permanents. Et le reste qui sont dans les 45 000, en fait, on ne compte pas les saisonniers. D'accord. Mais on compte tous les métiers qui gravitent autour de la filière viticole. Pour vous donner juste un titre d'exemple, les vendanges, c'est 40 000 saisonniers. Ah oui. Il nous faut sur la période des vendanges. En plus de ces 45 000 qui ont emploi toute l'année. D'accord. Mais 20 000 dédiés à la culture de la vigne, et les 25 000 autres, c'est plus sur la commercialisation, ce qui induit dans l'industrie des bouchons, etc.
Nicolas Sauret, est-ce qu'il y a des partenariats avec des écoles pour former les futurs travailleurs de la vitiviniculture, parce qu'il y a des métiers hautement qualifiés dedans? Oui, bien sûr. Nous avons, comme je l'évoquais tout à l'heure sur l'industrie, nous avons tout un appareil de formation qui mène aux formations agricoles de façon générale, viticoles en particulier, notamment à travers des réseaux de maisons familiales rurales, de lycées professionnels. Donc on peut aujourd'hui, y compris jusqu'au supérieur, faire ses études en Bourgogne-Franche-Comté si on est un amoureux du vin et qu'on veut y consacrer sa vie. Et puis on n'oubliera pas de citer que la Bourgogne a obtenu à Dijon la cité internationale de la gastronomie et du vin. Donc nous étions déjà dans les cœurs consacrés comme la grande région viticole, nous le sommes aussi dans les faits par les organisations internationales qui viennent s'installer chez nous dans la capitale régionale à Dijon. Nicolas Leroy. Alors les métiers du vin justement sont réputés comme des métiers de passion, mais également des métiers quand même difficiles. Et donc on a vu qu'avec le Covid, les gens étaient attachés à des nouvelles formes de travail. Comment vous faites aujourd'hui pour attirer vous avez dit que les métiers étaient sous tension. Qu'est-ce que vous mettez en avant justement pour que les gens rejoignent ces métiers qui sont certes attractifs dans l'absolu, mais qui, je pense, au quotidien sont contraignants en termes d'horaire et de disponibilité? Thibaut Hubert. Alors, c'est ce que je disais, on a créé Vita Bourgogne, qui est en fait le pôle emploi de la vigne, pour déjà faire de la communication dans les salons des étudiants, pour aller chercher les jeunes, réintéresser les jeunes au métier de l'agriculture. Vous l'avez dit, pendant le Covid, c'était royal. Tout le monde était à la maison, les jeunes cherchaient du boulot, il faisait beau, on a pu embaucher pas mal de gens. Et ça permet en fait de montrer toute la diversité du métier de la vigne et du vin. Tout le monde a l'idée qu'on est tout le temps dehors, sous la pluie, sous la neige, dans le vent, etc. Non, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est très diversifié. Il y a effectivement des travaux de vigne, mais déjà, le changement climatique nous permet que ce soit un peu plus agréable que ça n'a pu de l'été dans les années antérieures. Et puis, il y a aussi des travaux de cave qui sont très, très importants, et ça devient de plus en plus technique. Donc, il y a une montée en puissance aussi des compétences. Et c'est pour ça qu'on met en avant énormément nos formations, parce que aujourd'hui, les tracteuristes, par exemple, on a besoin de tracteuristes. Il y a quasiment 200 postes à pourvoir par an, rien que sur ce métier de tracteuriste-là. Aujourd'hui, c'est des machines qui valent entre 250 et 500 000 euros. Donc, c'est plein de technologies. Donc, tout ça, ça nécessite un peu de formation. Donc, il y a un partenariat donnant-donnant de dire plus on va remplir nos formations, plus on aura des jeunes disponibles qui vont sortir de là et qu'on va pouvoir capter. Et en plus, vous l'avez dit, je pense que depuis le Covid, il y a un changement d'état d'esprit sur le travail. Il y a énormément de gens qui font un retour un peu à la terre, si on peut appeler ça comme ça. Et là, on devient très attractif parce que du coup, nous, on a quand même encore énormément de travaux manuels. Donc, il y a cette dualité du travail de l'extérieur, mais en même temps d'un travail en cave. Et puis d'avoir la joie quand même de récolter un breuvage tous les ans qu'on va pouvoir suivre, qu'on va pouvoir élever, qu'on va pouvoir mettre en bouteille et voir déguster avec modération, bien évidemment. Jean-Claude Lagrange, est-ce que le vin de Bourgogne, c'est un des principaux vecteurs d'image de la région? Tout à fait. Le vin, le patrimoine, les châteaux et les nombreux restaurants, parce que on parlait de la filière du luxe. Ça ne paraît pas comme une des premières filières industrielles, mais tout ce qui tourne autour de la maroquinerie, la joaillerie, la restauration, et Monsieur Thibaut Hubert m'en voudra pas, nous avons aussi les vins du Jura, même si en chauvin bourguignon, j'ai eu du mal à passer la Saône, mais un excellent poulet au mori, au vin jaune, c'est une promesse aussi de revenir, monsieur. On est bien d'accord. Mais c'est effectivement une filière qui est la première image que renvoie cette région. Quand on va dans le monde entier, même beaucoup de villes se disent Joigny est mondialement connu, mais pour d'autres, c'est Mousseau-les-Mines en Bourgogne, c'est le Creusot en Bourgogne, et c'est un facteur d'attractivité et de première image qu'on renvoie, effectivement. Nicolas Leroy. Notre région est portée par une image de l'agroalimentaire. Vous avez les vins en Bourgogne, le comté, qui est le fromage préféré des Français, de l'autre côté de la région. On a quand même quelques attraits gustatifs, sans parler des bonnes tables. On a 39 chefs étoilés en Bourgogne-Franche-Comté, rappelons-le. Ah oui, c'est beau.
Nicolas Leroy. Alors vous avez parlé du luxe. Effectivement, les grands châteaux viticoles sont aujourd'hui vus comme des cibles, hein, même pour les grands groupes de luxe, pour les milliardaires, etc. On a vu beaucoup de grands châteaux bordelais rachetés par des banquiers, beaucoup de gens, comme Ikem, ou alors maintenant par des Chinois. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce phénomène aussi qui arrive en Bourgogne et vous avez la même attractivité pour être acheté par des grands groupes ou des investisseurs étrangers? Alors là, pour le coup, oui, d'ailleurs, ça nous pose quelques problèmes sur la transmission derrière, parce que c'est des gens qui ont des portefeuilles bien garnis et donc qui explosent souvent le cours de la vigne et le déconnecte complètement d'une rentabilité économique. Mais oui, on peut s'apercevoir. Alors, ça se concentre bien évidemment sur nos joyaux, sur les grands crus, bien évidemment. Donc, on essaie de faire une vigilance. Le seul outil qu'on peut avoir pour lutter contre ça, c'est la SAFER. Et donc, on essaie de travailler avec eux pour essayer quand même de garder ce qui a fait la beauté de la Bourgogne, à savoir, et du Jura, hein, l'exploitation familiale. Une exploitation bourguignonne, c'est 8,2 hectares. Donc ça reste encore du petit, et je crois que si on est connu dans ce monde entier, c'est parce qu'on reste petit et familial. Et Thibaut Hubert, je crois que Xavier Colso a une question pour vous, mais pas au sujet de l'hydrogène, mais plutôt au sujet du vin. Au sujet du vin. En fait, moi j'ai une question. Vous avez parlé de 55% de part en exportation. Comment elle évolue, cette part, depuis 10 ans au niveau de la Bourgogne, hein? Elle est assez stable. D'accord. Elle est assez stable, ça oscille toujours entre 55 et 60%. Donc le marché français reste quand même le plus gros marché des vins de Bourgogne et de Franche-Comté. Donc on a plutôt tendance à se dire, hein, tous les vins de Bourgogne partent à l'étranger, il y en a plus pour le marché français. C'est pas vrai du tout, puisque ça reste le plus gros marché. Alors forcément, après, on a des marchés, plus gros marché à l'export, c'est les États-Unis, bien évidemment. Mais là aussi, hein, les dernières tensions géopolitiques, et comme il peut y en avoir beaucoup en ce moment, inquiètent beaucoup. Donc le marché français reste très attractif et il y a un gros travail qui est fait sur le marché français. Thibaut Hubert, vous avez créé donc un site pour recruter dans la vitiviniculture. Comment le contacter? Dites-le nous. S'il y a des auditeurs qui ont envie de travailler dans le vin en Bourgogne, pourquoi pas, hein. Sur un malentendu, on peut peut-être y arriver, comme dit un acteur célèbre dans un film culte. C'est www.vitabourgogne.fr. Et donc c'est vraiment très ludique, très facile. Ça te présente les formations autour de la vigne et du vin. Et derrière, il y a 1000 vignerons qui ont des offres en permanence sur ce site. Eh bien, écoutez, parfait. Un dernier mot, Nicolas Leroy. Juste, on a parlé des métiers très techniques, on va dire. Est-ce qu'il y a des postes qui peuvent être dans le domaine de la vigne, être intéressantes pour des commerciaux, pour des gens qui viendraient d'autres secteurs et qui seraient intéressés par votre domaine? En 20 secondes. En 20 secondes, bien sûr. La viticulture, elle est complète. On est des petites exploitations. On va de la vigne jusqu'à la commercialisation à l'autre bout du monde. Donc, on a besoin de bras partout. D'accord. À la vigne, à la cave et sur le terrain pour aller le vendre. Et vous l'avez fait en 12 secondes, alors c'est vraiment parfait. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Claude Lagrange, président de l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, et conseiller régional Nicolas Sauret, vice-président en charge des finances, du développement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi à la région, Xavier Colson, directeur général de GenI, et Thibaut Hubert, président des vignerons de Bourgogne. Merci à vous Nicolas Leroy, directeur du recrutement de Fiducial et président du cabinet et directeur du cabinet Ficoba. Nous, on se retrouve demain, 17h pour les vraies voix, à 20h02, l'essentiel de Sud Radio, mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Merci à vous.